Histoire de l'école sous l'Ancien Régime. En 1450, Gutenberg invente l'imprimerie en Europe. Les mots sont formés à l'aide de caractères mobiles fixés sur une planche. Ils sont recouverts d'encre à l'aide d'un rouleau, puis mis sous une presse contre une feuille de papier. C'est ainsi que fut imprimée pour la première fois la Bible, qui donnera le mot bibliothèque. Cette invention permet la diffusion du savoir et des idées. C'est une révolution culturelle. Un moine copiste recopiait 1 à 2 pages par jour. Gutenberg imprime 180 pages par jour. Le français devient la langue officielle grâce à François Ier avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Avant était utilisé le latin, langue de l'Église et de l'élite, malheureusement souvent incompris. La réforme protestante de 1517. L'Église chrétienne est divisée entre catholiques et protestants. Pour ces derniers, il est nécessaire de savoir lire la Bible dans sa langue maternelle. Filles et garçons sont donc instruits. Les catholiques ne veulent pas être en retard et créent ainsi de nombreuses écoles. Avec l'humanisme, la curiosité devient universelle. On veille au bien-être de l'élève en exerçant le corps et l'esprit. On relit les Grecs, on crée des gymnases. L'exercice peut beaucoup pour le corps et encore plus pour l'âme si nous veillons à le pratiquer avec raison. Léon Battista Alberti. Rabelais, auteur de Gargantua et Pantagruel, prône un enseignement multidisciplinaire où l'élève observe la nature, réfléchit et participe, aussi bien pour les garçons que pour les filles. Son enseignement est fondé sur le corps et l'esprit, les connaissances pratiques et théoriques, les métiers et les techniques nouvelles, les langues anciennes, le droit et la morale, pour les garçons et les filles. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. François Rabelais. Du même avis, Erasme, philosophe et prêtre hollandais, parle en 1530 d'un art d'instruire, dans son traité de civilité puérile. Selon lui, le jeu, le rire et les récompenses permettent d'acquérir le goût de la connaissance. Et son enseignement est fondé sur 8 cours magistraux. Montaigne, tout comme Rabelais, condamne la scolastique, enseignement collectif rigoureux basé sur la mémorisation, les livres et les sciences abstraites. Il promeut une pédagogie individualisée, pratique, fondée sur le dialogue. Ses parents avaient fait en sorte qu'étant enfant, il ait pour langue maternelle le latin. Mieux vaut tête bien faite que tête bien pleine. Éduquer, ce n'est pas remplir des vases, mais allumer des feux. Michel de Montaigne. L'instruction en France. L'écrit a une place importante tout comme l'oral hérité du Moyen-Âge. L'école se démocratise, permettant d'une part l'ascension sociale de la bourgeoisie, d'autre part la lutte contre les dangers du vagabondage et de la mendicité des enfants défavorisés. Les écoles paroissiales. Les écoles sont établies, payées et entretenues par les parents qui recrutent le maître avec le conseil du curé et du seigneur. Ils choisissent les programmes, notamment la lecture, le calcul et le latin. Un ambassadeur vénitien écrivait au XVIe siècle « Il n'y a personne en France qui ne sache ni lire ni écrire. En Alsace-Lorraine, il n'y a pas de hameau qui n'ait son grammairien. Là où s'élevait un clocher, en Lorraine, on pouvait être à peu près certain de trouver une école, disait le pasteur Schmitt. Dans le Pas-de-Calais, il y avait un maître dans chaque village. De très nombreuses écoles en Vendée, en Bourgogne et en Savoie, ainsi que dans le Midi. Moins nombreuses en Bretagne, Limousin et Auvergne, dans le sud-ouest, et surtout dans le Puy-de-Dôme. Selon les écoles, l'année scolaire était plus ou moins longue, les enfants aidant aux travaux des champs. Certains recteurs enseignaient à lire, mais pas à écrire. Toutefois, l'instruction augmente considérablement. Dans les campagnes, jusqu'à la moitié de la population peut signer, et presque toute la population dans les villes. 16 écoles de charité sont ouvertes par Charles Démia à Lyon, accueillant garçons et filles défavorisés. Il y a un seul maître par école dont l'enseignement est relayé par les bons élèves.
On y apprend la lecture, l'écriture, le calcul, la religion et l'apprentissage d'un métier. La faculté des arts de Paris devient la plus prestigieuse. Les universités sont toutefois moins fréquentées. Les jeunes gens s'instruisent dans les académies équestres. Ils y apprennent l'équitation, l'escrime, l'art des fortifications, etc. Les collèges jésuites, fondés par Ignace de Loyola, sont gratuits et instruisent l'élite. Les enseignants y vivent avec les élèves. L'enseignement dispensé en latin, en 6 classes de niveau, utilise l'affection et l'ascendant moral. On y apprend la grammaire, l'humanité, la rhétorique, les lettres classiques, la philosophie, la théologie, le théâtre, la physique et la chimie, au moyen de récitation, de révision constante, de joutes d'éloquence et de concours. Le pape les a autorisés à conférer les grades universitaires. Les classes accueillaient jusqu'à 100 élèves. 2 collèges sur 3 étaient jésuites, c'est-à-dire 111, jusqu'à leur fermeture par Louis XV en 1763. Les frères de la doctrine de Reims introduisent le français et apprennent un métier aux jeunes garçons défavorisés. Les petites écoles de Port-Royal, pensionnats tenus par les jansénistes, enseignent en français. Les châtiments corporels sont interdits. Un des maîtres est Blaise Pascal, le fameux mathématicien qui a écrit une méthode de lecture alphabétique avec les sons des lettres en plus de celui des syllabes. Un élève non moins célèbre, Jean Racine, l'auteur du Cid, y apprendra la culture grecque. Ils enseignent en français, donc lecture, écriture, logique, philosophie cartésienne, grec et latin. Dans l'enseignement secondaire, les oratoriens suivent les recommandations d'enseigner majoritairement en français du mathématicien français Descartes, à qui l'on doit le fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis, et qui écrit aussi « Le but des études doit être de diriger l'esprit de manière à ce qu'il porte des jugements solides et vrais sur tout ce qui se présente à lui. » Et du grammairien morave Comenius, qui, orphelin, ne doit son ascension qu'à l'unique éducation. Tout doit être enseigné à tout le monde, sans distinction de richesse, de religion ou de sexe, dit Comenius. Leur enseignement est gratuit, ouvert à tous. L'auteur Honoré de Balzac fut instruit au Collège des oratoriens de Vendôme. L'enseignement en français s'adresse aux garçons exclusivement. On enseigne donc l'histoire, la géographie, les sciences, la rhétorique, etc. Les Ursulines accueillent les filles de bonne famille et des filles défavorisées. Toutefois, elles ne se côtoient pas. Le pensionnat de Saint-Cyr, ou Maison royale Saint-Louis, est fondé en 1686 par Madame de Maintenon, la deuxième épouse de Louis XIV, pour les filles issues de la noblesse pauvre comme elle-même. On y enseigne la lecture, l'écriture, la grammaire, l'arithmétique, l'histoire, la littérature, les arts, le droit et le théâtre. On peut lire dans le règlement, premièrement, à connaître Dieu et la religion. Il leur faut inspirer une grande horreur du vice et un grand amour pour la vertu. Il faut leur apprendre les devoirs d'une honnête femme dans son ménage, à l'égard de son mari, de ses enfants et de ses domestiques. On leur apprendra à se tenir de bonne grâce, on leur apprendra parfaitement à lire, à écrire, l'orthographe, l'arithmétique. On leur doit apprendre à peigner, à coiffer, quand elles sont destinées à servir. La formation professionnelle. Les corporations héritées du Moyen-Âge restent la principale voie de formation professionnelle individualisée et contractualisée. On y entre dès 12 ans en tant qu'apprenti, à 15 ans on devient compagnon et dès que l'on a fait son chef-d'œuvre on devient maître. L'enseignement est fondé sur l'imitation, l'enseignement verbal et encyclopédique ainsi que la conservation du secret de fabrication. Les orphelinats et hôpitaux comme l'hôpital général et l'hôpital de la Trinité permettaient d'entrer en apprentissage avec les ouvriers qui y travaillaient. Dans celui de la savonnerie, on fabriquait des savons et des tapis. L'allouage était un contrat passé devant notaire entre un jeune et un artisan ou un marchand. Cependant, ce statut était très précaire car non reconnu par les corporations et l'activité était donc considérée comme illégale. Les manufactures royales, comme la manufacture de la tapisserie des Gobelins, la manufacture des glaces et miroirs de Saint-Gobain, la manufacture de porcelaine de Sèvres, fonctionnaient comme les corporations, sauf
que les commandes sont à destination des résidences royales et des cadeaux diplomatiques. L'école de travail de Pierrette Chenevière, ouverte en 1721, permet aux filles défavorisées d'apprendre un métier honorable en 4 ans, tout en poursuivant les études commencées dans les petites écoles. Cette école est autosuffisante. Les ouvrages des élèves sont vendus, l'argent permettant de payer le charbon, le bois, le fil, ainsi que les salaires des 2 sœurs enseignantes, le reste étant divisé entre les élèves. Bravo, maintenant tu connais l'histoire de l'école sous l'Ancien Régime. Bonus. Comme Montaigne enfant apprenant un peu de latin. Mens sana incorpore sano. Cela veut dire un esprit sain dans un corps sain. Cogito ergo sum. On l'a vu avec Descartes, ça veut dire je pense donc je suis. Carpe diem. Cela veut dire cueille le jour présent, profite du jour présent. À bientôt!